on vous considérait, puisque nous n'allions pas être incorporés dans l'armée, mais on nous appelait les aspis. Tu vois, parce que bon, on ne pouvait pas dire, bon, tu es sous-lieutenant et tout, non. Aspirant, jusqu'au moment où tu te décides d'intégrer l'armée, ben on te donnera le grade de sous-lieutenant ou lieutenant après. Voilà. Ce sont les explications que je donne pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'est passé réellement, pourquoi il y a eu ce flottement et pourquoi aujourd'hui il y a des nominations exagérées et tout, parce qu'à la base, celui qui les nomme aujourd'hui n'a jamais été formé. Il est arrivé dans l'armée accidentellement. Sassou est arrivé dans l'armée accidentellement, c'est tout. Ceux qui étaient dans la réserve, en fait, c'était les aspirants. Oui, c'est-à-dire que l'armée congolaise avait, pour intégrer dans l'armée congolaise des intellectuels, on recrutait des gens à titre de réservistes. Oui. On les recrute. On leur donne le galon de réservistes. Mais après, ils ont le galon de sous-lieutenant et ils sortent, ils rejoignent leur travail de civil. C'est le cas de Sassou Nguesso, de Massamba, beaucoup d'autres. Hein. Ils étaient nombreux, enfin au moins, dans la promotion des Sassou, il y avait au moins 6. Oui, j'ai le texte, Hein? J'ai le texte, justement, le décret de Youlou, Oui. quand il va nommer des officiers, des sous-officiers de réserve qui passent également officiers de réserve. Oui. Tout en sachant que là où je suis, je ne me laisserai jamais faire. Si on s'organisait, tu as posé la question, si on s'organisait en disant oui, ceux qui sont sur place au Congo, ils sont terrorisés. Nous aussi, on s'organise à l'extérieur pour terroriser les leurs qui sont à l'extérieur, quel que soit le pays. On n'allait pas voir les gens comme les blondines aller faire des fêtes à Dubaï ou je ne sais pas quoi. Quand vous êtes au courant de ça, mais alors vous cherchez un petit terroriste qui va les terroriser là-bas. Il faut qu'on arrive à une situation comme ça. Moi, je le revendique et je le dis d'une façon correcte. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de le dire. Et Sassou le sait. Donc, je crois que c'était une façon de répondre à ta question. Les gens ne font rien parce qu'ils ne sont pas déterminés à chasser Sassou. Ceux qui étaient déterminés à chasser Sassou, ils pouvaient le faire par tous les moyens. Sassou, c'est un grand peureux. C'est un grand peureux qui n'a même pas, dirais-je, une bonne formation militaire. Jamais. Et je crois que c'est là où nous devons, nous, effectivement, donner un message aux autres, aux frères du Nord. Parce que ce ne sont pas tous les nordistes qui bénéficient des largesses de ce pouvoir. Ce n'est pas tous les mochis. Les gens aujourd'hui qui bénéficient des largesses du pouvoir, c'est un petit noyau, c'est un petit clan. C'est un petit clan et ce clan est connu. Je ne comprends pas qu'une situation comme ça puisse exister pour le Congo-Brazzaville. Parce que moi, Sassou, je le connais très, très, très bien. Mais il n'en reste pas moins qu'il est vraiment fort pour un personne. Donc, rien que là où il habite, le reste là, c'est un hôpital. Il entretient Brazzaville, un hôpital pour lui. Pour toutes les maladies qu'il peut avoir, il y a des médecins dans son hôpital, là où il habite à côté. Ou à Oyo ou à Brazzaville? Non, à Brazzaville même. Hein? Moi, je voilà. Je n'accepte pas ça. Comment un homme comme Sassou puisse mettre des gens comme les Moukoko en prison éternellement?
Non. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est parce que nos frères du Nord ne comptent que sur les gars du Sud. Mais oui, Si, mais en sachant que Mokoko, qui a eu autant de suffrages dans la partie Nord, donc qui a des adeptes, et qui a aussi des gens dans l'armée, même si il y a longtemps qu'il a quitté le poste de chef d'état-major général, mais les gens auraient pu réagir. Hein? C'est ça la chose. Parce qu'aujourd'hui, on nous amène une dynastie. Moi, je n'accepterai jamais que Christelle soit à la tête de ce pays. Alors le premier, le gars qui va faire le grand maquis, c'est moi. Même si c'est à 70, 75 ans, je ferai le maquis. Comme j'ai les techniques. Et ça, il faut que ça... Le maquis peut se faire à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, Sassou doit le savoir. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maximo Chancé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Au Congo, colère de 5 organisations de défense des droits humains regroupées en consortium. Elles adressent une lettre ouverte au président Denis Sassou Nguesso. Elles demandent aux dirigeants de faire marche arrière concernant un accord récemment conclu avec le Rwanda. Selon cet accord, Brazzaville s'engage à concéder à Kigali 12 000 hectares de terres cultivables congolaises et ce pendant 25 ans. Pour Mexante Animba Emeka, administrateur du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, et signataire de cette lettre ouverte adressée au chef de l'État congolais, l'initiative est à la fois anticonstitutionnelle, déshonorante et humiliante pour son pays, le Congo. Nous avons analysé ces faits par rapport à notre constitution qui déclare en son article 219 que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Nous avons donc adressé une lettre au président de la République pour rétracter les accords signés avec le gouvernement rwandais parce que c'est une humiliation pour le Congo, c'est une humiliation pour les opérateurs économiques congolais et c'est un pillage des ressources qui appartiennent au peuple congolais. Le problème n'est pas les investissements étrangers. Le problème, c'est l'aliénation des biens qui appartiennent au peuple congolais en contradiction avec le texte fondamental qui est la Constitution de la République. Des propos recueillis par notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congolien Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite.
Les entretiens bâton rompu de maître Maurice Massingotiassé. Chers auditeurs, vous écoutez les entretiens bâton rompu de maître Maurice Massingotiassé. Bonjour mon cher doyen Marie-Albert Kolela. On va parler aujourd'hui d'une page d'histoire de notre pays, le Congo. Notamment, tu as été un grand acteur, surtout au niveau de la formation de la jeunesse estudiantine, et que tu as même, en tant que responsable de l'UGEC et aussi en tant qu'enseignant à l'université. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire de l'indépendance. Après l'indépendance, les cadres qui ont été formés, en parlant du recrutement dans l'armée nationale congolaise que Yulu avait justement institué, parce que c'est Yulu qui a institué l'armée nationale congolaise. Après l'indépendance, il a procédé au premier recrutement. Alors, il faudrait nous parler comment se faisaient les recrutements en ce moment-là, à l'époque. Le recrutement, bon, c'est un appel, hein, n'est-ce pas? Tout de suite après le certificat d'études, il y a la disponibilité des jeunes. Il y en a qui s'intéressent à l'armée. Eh bien, ils peuvent faire la demande de recrutement. Donc, par exemple, moi, les gens qui avaient mon âge en 1954, bon, il y en a qui se sont intéressés et qui ont demandé à intégrer l'armée. Eh bien... Et non, à l'époque, c'était l'armée... On leur fait passer un petit test, simplement, et puis après, on les intègre. Oui, mais là, c'est l'armée coloniale, en fait, l'armée française, parce que, bon, on était encore sous la coupe de la métropole, puisque nous étions qu'un territoire français d'outre-mer. Oui. Nous étions un tome. Oui, là, je parle, bon, l'armée, en fait... Oui, parce que tu as expliqué comment, par exemple, toi, tu as été recruté dans l'armée en 1954. Alors, en 1954... Non, en 1954. Oui. Oui, c'est l'armée française. Oui, c'est ça. Le Congo n'est pas un pays indépendant. Voilà, exactement, oui. Voilà. Donc, c'est dans l'armée française. Oui. Oui, bon, on vous fait passer un petit test. Eh bien, si on voit que ça marche, eh ben, on vous recrute. Il y a actuellement des Congolais qui ont été recrutés à cette date-là, qui vivent encore en France. Hein. Oui, ils ont été recrutés. Vous pouvez nous citer les noms? Hein? Vous pouvez nous citer les noms? Je n'ai pas encore tout de suite le nom en tête. Moi, je sais qu'il y a Yaya Zela. Hein? Yaya Zela, le marin. Yaya Zela est malade, lui, il était dans la marine. La marine, oui, justement. Oui. Je l'ai eu une fois. Bon, mais il y a un autre qui est, comment dirais-je, il est à Melun. Il est encore là, il est malade. Il se fait soigner. C'est un ancien. Il a été recruté en 1954 dans la même, n'est-ce pas, au même moment que moi. Mais il vit à Melun. Oui, mais ça fait... Ils avaient même créé... Ça fait 67 ans, hein, déjà. Depuis 54, 2022, ça fait 68 ans. Il vit encore là. Beaucoup. Donc il est là. Ils avaient créé une association des anciens militaires français. Voilà. Mais malheureusement, l'association ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais l'association a été patronnée par le maire de Melun. Parce que Melun
est une ville française qui a abrité une école importante de formation des gendarmes. L'école encore est là. Oui. Beaucoup de Congolais sont venus à Melun se faire soigner. Plutôt se faire suivre l'école. L'école de la gendarmerie. L'école est là. Beaucoup de Congolais connaissent Melun à cause de cette école. Et aujourd'hui, il y a des Congolais qui vivent encore à Melun, des anciens militaires. Vous parlez, en fait, à quel moment Marien Ngouabi a été recruté dans l'armée? Marien Ngouabi est un enfant de troupe. Il n'est pas rentré à l'armée directement. C'est quelqu'un qui avait fait à l'époque, il avait fait des examens pour être à l'école d'enfants de troupe. Les enfants de troupe faisaient leurs études primaires et secondaires à partir de leur école. Donc Marien Ngouabi a fait l'école d'enfants de troupe et il a fait le brevet jusqu'au brevet. Jusqu'au brevet et après le brevet, n'est-ce pas, qu'il n'a pas obtenu, il est allé dans une école de formation à Strasbourg. Donc, Marien Ngouabi, c'est quelqu'un qui sort de l'école d'enfants de troupe et qui va dans une école de formation française. Il est parti dans une école à Strasbourg. C'est ça. Donc, il n'avait pas eu son brevet. Oh oui. Il a un niveau de 3e. Hein? Il a un niveau de 3e et après... Il allait au lycée parce que tout en étant à l'école d'enfants de troupe, ils allaient au lycée, au même titre que tous les Congolais. Oui, mais ça dit quand ils avaient leur brevet, quand ils avaient le BPC... Ils sont présentés au brevet, il n'a pas, comment dirais-je, réussi ça. Eh bien, il est allé, après le brevet, dans une école de formation militaire à Strasbourg. Voilà. Et après Strasbourg, il est revenu au Congo pour intégrer l'armée. Mais bien avant qu'il soit intégré, Marien Ngouabi a été en mission au Cameroun. Bien sûr, après. Oui, bien sûr, mais il faut. Après, quand il est venu au Congo, donc après, on l'a envoyé au Cameroun. Oui, c'est ça. Bon. Il est allé au Cameroun. Est-ce que tu peux nous parler de cette période où il est parti au Cameroun? Après, comment dirais-je, donc parce que les écoles, par exemple, l'école de Strasbourg, il sort, il revient, comment dirais-je, au Congo-Brazzaville, parce que l'armée... Non, il sort sous-officier. Hein? Il sort sous-officier. Oui, parce que c'est Youlou qui va le nommer de sous-officier à officier. Oui, bien sûr. En 62. Oui. À l'époque, parce que l'armée à l'époque, c'est l'AF Cameroun. Voilà. On disait l'armée était l'AF Cameroun. Les Camerounais et les Congolais étaient dans la même armée. Oui. Oui. C'est ainsi qu'un Congolais pouvait être affecté au Cameroun, tout comme un Camerounais pouvait être affecté au Congo-Brazzaville. C'est l'AF Cameroun. Donc c'est dans ce cadre-là que Marien Ngouabi a été affecté au Cameroun. Il a été affecté pour quelque temps au Cameroun. C'est là où il a combattu dont le groupe a été massacré. Je ne me souviens pas encore du nom. Je ne me souviens pas encore du nom du président à l'époque. En tout cas, Marien Ngouabi a servi à l'AF Cameroun, une partie au Cameroun. C'est ça. Bon, donc après votre formation, vous rentrez et il y a l'indépendance. Au moment de l'indépendance, pendant la formation de
la jeune armée nationale congolaise, le président Fulbert Yulu procède au recrutement des jeunes cadres pour renforcer l'armée nationale congolaise qui n'était qu'en embryon, puisque tous les cadres, les premiers cadres qui étaient là, les Monsaka, les Mouzavakane, sortaient de l'armée française. C'est à eux qu'on a donné le commandement de l'armée congolaise. Maintenant, quand Yulu prend les rênes du pouvoir, il va procéder au recrutement des jeunes. Et comment ça s'est passé, ce recrutement-là? Bon, il y a deux problèmes. Pour quand l'indépendance s'est proclamée, on dit aux militaires français, il y a deux choses. S'ils veulent rester dans l'armée française, ils restent. Ou bien ils veulent retourner dans leur pays et rentrer dans l'armée congolaise. C'est ça qui s'est passé. Bon, chacun a choisi. Mais moi, à cette époque-là, j'ai choisi de sortir de deux aspects. Je ne suis pas allé dans l'armée congolaise et je ne suis pas resté aussi dans l'armée française. J'ai quitté l'armée française. Il n'y avait pas que moi, hein, beaucoup d'autres amis. Il y en a qui sont restés dans l'armée française et il y en a d'autres qui sont allés dans l'armée congolaise. C'est ça. Oui, mais ceux de ta promotion qui sont restés dans l'armée française, c'est lesquels? Oh. Il y en a beaucoup qui sont restés dans l'armée française. Bon, maintenant, ceux qui sont allés dans l'armée congolaise, c'est aussi lesquels? Il y en a aussi beaucoup qui sont allés dans... Par exemple, il y en a beaucoup aussi qui sont allés dans l'armée congolaise. Il y en a beaucoup. Tu peux les citer au moins? Ouais. Tu peux citer quelques noms? Je peux citer... J'ai un ami qui est encore d'ailleurs actuellement en France, qui vit à Brunois, Massamba Diva, est allé dans l'armée française, plutôt l'armée congolaise. Ils sont allés dans l'armée congolaise. Jusqu'à... Massamba Diva, on entendait parler ce nom sous le PCT. Il était, je crois, commissaire du gouvernement dans le Poul. Oui, il est rentré dans l'armée congolaise. Et dans l'armée congolaise, il a été un chef de service financier jusqu'à la retraite, prendre sa retraite à l'armée congolaise. Oui. Et aujourd'hui, il sorti, n'est-ce pas, de l'armée congolaise retraité, il vit en France, à Brunois. Oui. Il vit encore, en France aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est les anciens de l'armée... Les anciens de l'armée. L'armée d'abord, l'armée française, ensuite l'armée congolaise, et ils sont dans le civil en ce moment. C'est ça. Maintenant, à quelle période Yulu recrute les éléments de la promotion de Sassou Nguesso? À quel moment? Comment dirais-je, au moment où on crée l'armée congolaise, au moment où on demande, avec l'indépendance, on demande aux Congolais qui étaient dans l'armée française de choisir s'ils veulent rentrer dans l'armée congolaise. Il y en a qui sont rentrés dans l'armée congolaise. Il y avait les premiers, il y avait les Monsaka et les Mouzavakani. Ce sont les premiers qui sont rentrés dans l'armée française. C'est au même moment, quand on crée l'armée
congolaise avec un chef d'état-major, Mounsaka, n'est-ce pas, c'est à partir de ce moment-là, quand Mounsaka devient chef d'état-major, qu'on a besoin des jeunes. Et on a fait appel aux jeunes, aux intellectuels, et on a recruté ceux qui venaient de sortir de l'école des instituteurs de Dolisie. Et Sassou Nguesso fait partie de cette période-là. Il est sorti de l'école de Dolisie et il est rentré dans l'armée française. On les avait recrutés pour en faire des réservistes. C'est pas pour qu'ils restent dans l'armée définitivement. On les a recrutés comme des réservistes. Ils avaient un galon, on avait créé un galon spécial, galon de réserve pour les Congolais. Et ces réservistes pouvaient accéder au galon de sous-lieutenant. Ça était là, et ils rentrent dans le civil. C'est pas ce qu'on appelait les aspirants. Hein? C'est pas les aspirants, parce que c'est pas un galon. Parce que ceux qui étaient dans la réserve, en fait, c'était les aspirants. Oui, c'est-à-dire que l'armée congolaise avait, pour intégrer dans l'armée congolaise des intellectuels, on recrutait des gens à titre de réservistes. Oui. On les recrute. On leur donne le galon des réservistes. Mais après, ils ont le galon de sous-lieutenant et ils sortent, ils rejoignent leur travail de civil. C'est le cas de Sassou Nguesso, de Massamba, beaucoup d'autres. Hein. Ils étaient nombreux, enfin au moins, dans la promotion de Sassou, il y a au moins 6. Oui, j'ai le texte, Hein? J'ai le texte, justement, le décret de Youlou, Oui. quand il va nommer des officiers, des sous-officiers de réserve qui passent également officiers de réserve. Oui. Et effectivement, c'était la réserve. C'est comme ça se passait en France. Les réservistes n'intégraient pas directement le corps d'armée d'active. Donc voilà. Oui. On les appelait pas les... Ils ont le galon, ils sont, comment dirais-je, ils ont le galon ils sont officiers de réserve. De réserve, oui, c'est ça. Bon, après, ils accèdent au galon de sous-lieutenant. Et puis c'est terminé en principe, ils doivent retourner dans leur profession. C'est ça qui devait se faire. Voilà. C'est pour cela que ceux-là également ont contribué à la chute de Youlou pendant les événements de 63. Ben justement. Parce qu'ils revendiquaient. Ben, En 63, Sassou n'était pas encore un actif de l'armée. Il était dans la réserve. il était officier. Oui, de Il réserve. n'était pas seul, il était officier. Mais tous les gens qui sont rentrés au même moment que Sassou, qui étaient réservistes, qui ont accédé au galon de sous-lieutenant, ont refusé de retourner dans le civil. Oui, Ils ont dit, nous gardons notre galon et nous voulons rester dans l'armée. dans l'armée, oui, c'est Voilà. ça. Donc il y a Et c'est là où justement... il y a eu une crise pendant ce Non, mais c'est à ce moment-là justement qu'on va les envoyer, certains en formation. Ils vont aller en formation. À cette époque-là, ils sont restés là. Ils n'ont pas voulu enlever leur galon de sous-lieutenant. Et voilà d'où vient cette erreur où on n'a pas appliqué les textes. Et c'est pour ça que le Congo est aujourd'hui dans la dérive, ou à la dérive. Parce que justement, c'est le non-application des textes. Parce que si on avait appliqué les textes en ce moment-là, les Sassou n'allaient pas s'incruster dans l'armée. Ils auraient pu regagner leur corps d'origine, c'est-à-dire l'enseignement. Mais c'est eux qui ont refusé. Voilà, bien sûr, mais je sais. C'est eux qui ont refusé. Ils ne voulaient plus être des civils. Ils sont restés sous-lieutenants. Voilà. Ils sont restés sous-lieutenants.
Oui, et ce problème n'a pas été réglé. Hein. Il n'a jamais été réglé, puisque la preuve en est qu'en 68... C'est l'ensemble de tous ces problèmes qui ont fait tomber Youmou. Voilà. Oui, parce que ces gens-là, ils ont dit, nous ne partons pas dans le civil. Et puis, on n'enlève pas le galon de sous-lieutenant. Voilà. Alors qu'ils étaient aspirants. Hein? Alors qu'ils étaient aspirants. Ils étaient aspirants. Ouais. Alors que le texte, le statut de l'armée congolaise avait intégré le galon d'aspirant. Aspirant sous-lieutenant de réserve. C'est-à-dire que si un jour il y a une guerre au Congo-Brazzaville, bien des aspirants, ils reviennent à l'armée. Bien sûr. Mais ils sont des civils. Quand on a besoin d'eux, ils reviennent, ils reprennent leur galon de sous-lieutenant. Mais c'est comme en France. Moi, j'arrive en France en 1975 quand on me demande de faire mon service militaire. Et après, j'ai passé presque une année, on m'a mis dans les réservistes. Oui. Et les réservistes, vous tenez jusqu'à 50 ans. Après 50 ans, on vous enlève le fichier de réserve. Moi, j'étais aussi dans l'armée française. Voilà. Mais le galon d'aspirant, c'était pas un galon dans l'armée française. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'est pas un galon. En fait, c'est un passage. C'est un passage qui vous permet, on dit aspirant, vous aspirez à être officier. Oui, oui. Donc, en fait, c'était ça. C'est pas... Donc, mais le Congo-Brazzaville en avait fait un galon. Un galon, oui. Voilà. Oui. Donc, quand on vous recrute, vous êtes aspirant, et après, vous pouvez devenir aussi sous-lieutenant, mais vous ne continuez pas. Vous retournez dans le civil comme aspirant. Si un jour il y a une guerre qui se déclare, eh bien, vous venez dans l'armée congolaise. Si vous regardez le statut de l'armée congolaise de l'époque, vous trouvez le galon d'aspirant comme un galon. C'est à l'époque. Parce que, normalement, dans les appellations des grades, lorsque on t'appelle aspirant, c'est le grade d'un élève officier qui n'est pas encore sous-lieutenant. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle aspirants. Et puis, d'ailleurs, dans le jargon, moi, je me souviens même quand j'ai fait mon service militaire, on nous appelait les aspis. Parce que nous, quand nous sommes allés faire le service militaire, on nous a pris au titre de ceux qui avaient déjà une maîtrise en droit à l'époque. On vous considérait, puisque nous n'allions pas être incorporés dans l'armée, mais on nous appelait les aspis. Tu vois, parce que on ne pouvait pas dire, tu es sous-lieutenant et tout, non. Aspirant, jusqu'au moment où tu te décides d'intégrer l'armée, on te donnera le grade de sous-lieutenant ou lieutenant après. Voilà. Ce sont les explications que je donne pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'est passé réellement, pourquoi il y a eu ce flottement et pourquoi aujourd'hui il y a des nominations exagérées et tout, parce qu'à la base, celui qui les nomme aujourd'hui n'a jamais été formé. Il est arrivé dans l'armée accidentellement. Sassou est arrivé dans l'armée accidentellement, c'est tout. Moi, j'aime. Est-ce qu'on peut parler également aussi de la période où, justement, on va créer les mouvements de jeunesse? Est-ce que, en fait, au moment où on parle, nous sommes en 2022, c'est l'année du cinquantenaire de
du mouvement de M22 de Ange Diawara. La question, c'est savoir si tu as connu l'évolution de Ange Diawara. Moi, je n'ai pas tellement vécu au Congo. Hein. J'étais dans l'armée française. Je suis resté en France. Et, comment dirais-je, je ne suis rentré au Congo qu'aux années 68. En année 68. Mais oui, mais 68. Mais oui. Vous avez créé l'UGEC quand? Donc quand vous avez créé l'UGEC, vous avez créé l'UGEC en 60... Oui, en 68, on a créé l'UGEC. Non, 67. Donc je suis retourné parce que après l'armée... Non, l'UGEC, c'est pas 68. L'UGEC, c'est bien avant. Non, l'UGEC a été créé en 1965. Voilà. Oui. Voilà. L'UGEC a été créé en 1965, mais, comment dirais-je, moi, en 1965, 66, 67 et 68, comment dirais-je, pendant cette période-là, tu étais à l'université au CESB. Je suis rentré à l'université parce que tout de suite, quand j'ai quitté l'armée française, je suis allé faire des études universitaires. Je suis allé faire des études universitaires. Bon, j'ai commencé par d'abord à Nancy et à Dijon, et je suis rentré parce que à l'époque, pour bénéficier d'une bourse, on m'a demandé si vous voulez être boursier congolais. On a l'université, on venait de créer des universités africaines. Il y avait le Congo-Brazzaville qui avait créé l'université congolaise. Oui, le centre. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, un Congolais, si tu veux avoir une bourse française, il faut aller sur place. Tout comme un Ivoirien, tu veux avoir une bourse française, il faut aller sur place. Moi, je suis allé à Brazzaville. J'ai bénéficié de la bourse française, tout en étant à Brazzaville. Donc j'ai fait mes études de licence à Brazzaville, après mon service militaire. Et, comment dirais-je, je suis retourné en France, où j'ai terminé ma licence de droit. À Assas. Voilà. Et en ce moment-là, il faut le dire. En ce moment-là, il faut le dire, la licence se faisait en 4 ans. Oui, la licence était en 4 ans. C'est-à-dire que l'équivalent de la maîtrise. La licence, c'est 4 ans. Donc, j'ai fait comme 3 ans au Congo-Brazzaville, et la 4e année, je l'ai fait à Assas, à Paris. Où j'ai fait ma licence de droit. Là où j'ai également aussi fréquenté. C'est comme ça que c'est notre grande faculté, Paris 2. Comment oui. Un peu plus tard que, comment dirais-je, il y a 2 jours, je suis allé encore à la bibliothèque, il y a 2 jours. Cujas, là. À Cujas, oui. Et puis il y a eu Cujas, Sainte-Geneviève qui était côte à côte. En tout cas, il y a 2 jours, je suis allé. C'est bon. À cette époque, j'ai fait ma licence là. J'ai fait aussi, comment dirais-je, les autres études là. Mais après l'armée. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Non, mais c'est enrichissant. Alors, en fait, quand tu es rentré à Brazza, quand tu as commencé à faire tes études, tu as dû croiser Ange Diawara. Oui, Ange Diawara, comment dirais-je, Ange Diawara, quand je suis arrivé à Brazzaville, Ange Diawara était en première année aussi. Donc, les études se faisaient comme ceci. Il n'y avait que les étudiants qui faisaient des études de droit qui pouvaient faire leurs études
jusqu'à la licence à Brazzaville. Tandis que ceux qui voulaient faire des études de licence d'économie, ils devaient faire à Brazzaville 2 ans. Puis le reste, ils allaient le faire en France. Donc Diawara, quand moi je suis arrivé là, Ange Diawara était en première année pour faire une licence d'économie. Il a fait la première année et, quand on a créé la JMNR, eh bien, il était dans la JMNR. Alors, comme il était dans la JMNR, il n'a pas pu aller en France après 2 ans. Voilà. À partir de ce moment-là, il est rentré, enfin, dans le statut de la JMNR. Oui, parce qu'il sera, je crois que l'un des premiers vice-présidents de la GMNR. Oui, là où il, il était vice-président de Obessa. Il était vice-président de Obessa. Donc, c'est l'ensemble de cette situation. André Obessa était le président et puis il était le vice-président. Ils étaient, comment dirais-je, les vice-présidents, il y en avait au moins 3. Hein? Premier vice-président, deuxième ou troisième. Peu importe. Il était l'un des vice-présidents. Oui, peu importe. Et à savoir la classification. À ce moment-là, il n'a pas voulu aller continuer la 2e année de licence en sciences économiques en France. Il est resté là, et puis après, bon, c'est la suite. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait Maître Moudjileno Masengo, c'est que Diawara avait failli, quand les Maîtres Moudjileno sont rentrés, on a conseillé à Ange Diawara d'aller terminer ses études en France pour avoir un autre bagage. Mais malheureusement, non, il n'a pas accepté jusqu'au moment où, en 68, ils prennent des armes, il se fait enrôler dans l'armée, ils vont former un duo avec Ngouabi pour diriger, et puis pour créer le PCT, et puis pour organiser le désordre que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Oui. Il n'a pas, comment dirais-je, voulu continuer ses études au-delà de la 2e année. Après avoir fait la première année, 2e année, il fallait aller en France tout en étant boursier. N'est-ce pas? Continuer à faire, parce que la licence c'est 4 ans. Pour faire les 2 ans. Oui, c'était 4 ans à l'époque. Oui, c'était 4 ans. L'ancien système, c'était 4 ans. C'est après d'ailleurs qu'il y a eu un changement. Ce changement d'ailleurs va s'opérer, la réforme des diplômes en France, c'est en 73, quand ils vont prendre des décisions pour changer les cycles. C'est là où on va instaurer les 3 doctorats. Lorsque tu avais la maîtrise, il fallait faire un DEA, un diplôme d'études approfondies, qui te permettait de faire un doctorat, soit d'université, ou un doctorat 3e cycle, ou encore un doctorat d'État, qui était le plafond des diplômes. Et ça, c'est une période, bon, parce que moi j'arrive en France en 75, donc j'ai trouvé le nouveau régime, qui sera d'ailleurs changé peu avant la soutenance de ma thèse. Et moi je suis rentré dans le cadre de l'ancien régime. C'est pour cela que j'ai fait un doctorat d'État de l'ancien régime. Parce que le nouveau régime qui est rentré en application à partir des années 87, 88, 89, c'était un doctorat unique. Il n'y avait plus de doctorat 3e cycle, il n'y avait plus de doctorat plutôt d'université, il n'y avait plus de doctorat 3e cycle, il y avait tout juste un doctorat unique. Alors je reviens justement à l'histoire de notre jeunesse. Pendant la période où il y avait Diawara, Ange, il y avait quel autre jeune leader, jeune dirigeant, qui était avec vous à l'université? Parce que on m'a parlé également du cas de Mbéry Martin. Alors, Mbéry Martin. Oui.
pouvez nous parler de Mbéry, le parcours de Mbéry Martin? Bon, ce que je peux dire de Mbéry Martin, d'abord, parce que ce qu'on a, la faculté de droit et des sciences économiques était composée, n'est-ce pas, de la licence de droit et la licence de sciences économiques. Le droit pouvait faire les 5 ans à Brazzaville. Tandis que ceux qui avaient choisi des études de sciences économiques ne faisaient que 2 ans de sciences économiques, n'est-ce pas, ne faisaient que 2 ans à Brazzaville, et le reste, ils allaient le faire en France, tout en étant boursier. Mbéry Martin était avec moi, n'est-ce pas, la première année de licence de droit. C'est même moi qui prenais ses cours. Parce que lui, comme il était vice-président, l'un des vice-présidents à la défense civile, à la GMNR, Oui. Hein? À la GMNR. Oui, à la GMNR. Donc, il était l'un des vice-présidents à la GMNR. Il ne venait pas au cours. Moi, je prenais des cours pour lui. Mbéry Martin est donc resté à Brazzaville pour faire des études de droit. Mais tout en étant, comment dirais-je, membre de la GMNR, n'est-ce pas, avec les Obessins. Mbéry Martin. En fait, à quel moment, quel est le diplôme qui lui a permis d'accéder à la magistrature et notamment de devenir procureur? Parce que Mbéry, à un moment donné, était procureur. Oui, il est, non, mais après, comment il a fait? Il a fait, comment dirais-je, la première année de droit, la deuxième année de droit, et, comment dirais-je, la troisième année. C'est ça qui l'a permis, n'est-ce pas, de rentrer. Il pouvait, avec ces 3 années, ces 3 années-là, il pouvait devenir magistrat. Mais oui, mais il est rentré comme magistrat à la justice. En fait, c'était des auxiliaires de justice. C'est des élèves magistrats. Oui, oui. Bon, mais comment il a pu bondir d'élève magistrat en devenant procureur? Ben, un magistrat, il pouvait être nommé. Oui, donc ça veut dire que... Il a été nommé. Donc il a été nommé procureur. Oui, c'est une évolution politique. Hein? Bon, c'est vrai. Ah, mais comme il était politicien, donc c'était pas sur titre. Oui, donc oui. C'est comme ça qu'il a été nommé. Voilà. Martin. Mais... Et d'ailleurs, il a été nommé à la conférence nationale, c'est Okoko qui se moque de lui. Hein? À la conférence nationale, tu as vu qu'Okoko s'est moqué de lui. Oui. Hein? Il s'est moqué de lui. Même Okoko, c'est la même chose. Il était comment dirais-je, greffier. Mon Coco était greffier, mais en même temps, il faisait des études, il préparait la licence de droit. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je crois qu'il est encore là. Hein. Okoko. Hein. Oui, il est... Parce qu'il avait acheté une maison à Savigny-le-Temple. Hein. Où? Savigny. Oui, Savigny-le-Temple, oui. Il a acheté une maison là. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il doit avoir encore une maison. Oui, bien sûr. Mais il s'est remarié là. Hein? Il y a une nouvelle femme là. J'ai vu les images. Il habitait Savigny et Créteil. Il avait 2 femmes à l'époque. Une femme qui habitait Savigny, une autre qui habitait Créteil. Mais je crois que... Il y a une qui est décédée. Celle qui était à Créteil était décédée. Ah bon, hein? Elle s'est remariée. Je ne sais pas si on se remarie là parce qu'on a vu les images sur le net. C'est la vie privée, hein, c'est son intimité. Je ne sais pas. Est-ce qu'il vit en France ou il est en France? Au Congo, je ne sais pas. Au Congo. Non, je crois qu'il est ici. Ici. Entre-temps, on a montré l'incident de sa maison de Wando où ils ont trouvé un grand boa. Les gens ont parlé de ça dans les réseaux sociaux. Bon, mais ça, c'est des réseaux sociaux. En tout cas,
Bon, bref, il revient. avait une maison à Saint-Denis. Oui, pas de problème. Alors, on revient sur ce qu'on parlait des cadres de la Révolution. En fait, le parcours de Wombessa. Wombessa, il était enseignant, non, avant de faire la politique. Oui, il était enseignant. Voilà. Oui, mais enfin, bon, bien sûr, Wombessa était enseignant. Il a même promotion Kembeli Martin. Hein. Ils ont, comment dire, fait des études de préparation, enfin, c'est des... Ils ont fait sur la même promotion, Kembeli Martin et Wombessa. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Dans cette génération-là, tu as connu aussi Kinganga, toi? Oui. Tu as connu Kinganga? Kinganga aussi, c'est un ancien enfant de troupe. Oui. Oui. C'est un ancien enfant de troupe. Bon. Une fois intégré à l'armée, ben, s'est intéressé à l'armée, il devient... Oui. Bon, par contre, Kikadidi, il était sur la même liste que Sassou. Kikadidi, ce sont des enseignants qui ont été recrutés, justement, ça. On a oublié de le dire tout à l'heure, la liste. Il y avait un certain Goma, Goma Innocent, je crois. L'armée s'occupait des services de renseignement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire pour cette période-là? C'est tellement ancien que... ça, c'est vraiment l'histoire très ancienne, quoi. Oui, mais comme nous avons des témoins qui sont vivants comme vous, et moi aussi de mon côté, par rapport à la partie j'ai vécu, bon, il faut savoir témoigner pour permettre à cette jeune génération de constituer, comme on dit, le matériau pour écrire une bonne histoire congolaise. C'est pas celle qui sera falsifiée demain par ceux qui veulent tirer la couverture de leur côté en disant oui, voilà, le Congo a commencé comme ceci, comme cela et tout, alors que c'est du faux. Il faut donc rétablir les faits. Tu vois? Moi, personnellement, je ne connais pas l'armée congolaise. Ce que je connais, c'est l'armée française. Quand je suis rentré dans l'armée, c'était l'armée française. Et à ce titre, eh bien, je suis allé en France. Oui, et quand tu es rentré dans l'armée française, tu as été en Algérie, tu as combattu en Algérie, tu as combattu en Indochine. Oui, non, en Algérie. En Algérie. En 1954, quand nous sommes rentrés dans l'armée, on est, comment dirais-je, 2 ans après, donc 54-55. Et en 56, nous sommes rentrés en France. Et en 56, je suis allé en Algérie. Donc, c'était cette période. En Algérie, après avoir fait l'Algérie, j'ai fait l'Océanie, Tahiti et Nouvelle-Calédonie. Voilà. J'ai terminé donc mon service militaire presque en Calédonie, quoi, à Nouméa. Tu étais dans quel corps? Moi, j'étais télégraphiste. Ah. Je faisais les transmissions. J'étais recruté dans les transmissions. Ouais. Ce qu'on s'appelait CMT, la CMT. Donc j'étais dans la CMT et à ce titre-là, bon, je servais à titre de télégraphiste dans l'armée. Et quand tu as servi dans l'armée en tant que télégraphiste, et tu es sorti avec quel grade? Oh là là, je suis sorti simplement comme sous-officier, sergent. Ah, sergent, oui. Sergent. Oui. Oui. Je suis sorti. Oui, d'ailleurs que votre promotion, comme les Yaya Zila, les Marien Boabi, tout ça, c'était des sergents. Hein?
Parce que même Bokassa était sergent, et après qu'on a nommé... C'est Youlou qui le nomme officier en 62. C'est Youlou qui le nomme officier. Oui, mais c'est un ancien enfant de troupe. Dès l'instant où il n'a pas eu son brevet, il est allé en formation à Strasbourg. Il n'a pas obtenu ça. Voilà. Donc, il revient, c'est des sous-officiers, et que l'armée congolaise, parce que le décret qui nomme Marien Ngouabi, il est là comme sous-officier. Ça, c'est dans l'armée congolaise. Mais oui, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il est sorti, de l'armée française en tant que sous-officier. Ceux qui sont sortis de l'armée française en tant qu'officier, il n'y avait que deux. Il y avait Mounsaka et Moussabakani. C'est tout. Oui, et après, il y a eu Fodé. Ouais, il y a eu Fodé. Il y a... par la suite, il y a eu Fodé. Il y a Bikoumou, Jean. Il y a celui qui a été assassiné par Marien Ngouabi et autres. Hein? Et Badeb, ce sera de la promotion de Yombi et autres. En tout cas, en ce moment-là, il n'y avait pas de différence. Les Congolais, que ce soit les Congolais du Nord, du Sud, non, il y avait une bonne entente. C'est des gens qui se respectaient. Ce n'est pas aujourd'hui où nous avons l'armée des andimbistes, où sur les 76 ou 78 officiers généraux, ben, il y a peut-être 2 officiers dans chaque, même pas dans chaque région. Tu comprends? Officiers généraux. Je ne sais pas ce que représente l'armée congolaise aujourd'hui. Je ne sais pas. Parce que ça fait 20 ans que je suis... Oui, mais justement, l'armée d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une armée congolaise. Ça fait plus de 20 ans que je ne vis plus au Congo. Oui, je suis d'accord, mais je te signale tout simplement que l'armée congolaise n'existe plus. Il n'y a plus une armée. Et d'ailleurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko l'a bien relevé lors de sa campagne. Il a précisé qu'il n'y avait plus rien dans l'armée. Il fallait revoir l'armée. La structure de l'armée, il faut la revoir. C'est une armée qui... Mokoko est en prison. Oui, il est en prison, bien sûr. Il est en prison. Il a fait l'école Saint-Cyr. Vraiment, on le met en prison aujourd'hui, c'est pas possible. Oui, mais ça, c'est les combines de la France. Hein? C'est la France qui aurait pu agir. Oui. Et les AET également, les anciens enfants de tout. La France aurait pu intervenir. En plus... On ne pouvait pas laisser faire. Mais non, mais ce qui est flagrant, c'est le fait aujourd'hui, quelqu'un il a la Légion d'honneur. Ah oui, il a été décoré de la Légion d'honneur. Mais bien sûr. La Légion d'honneur du Congo? Non, de la France. Oui. Il y a la Légion d'honneur. Mais la plupart, parce que la France fait ceci. Lorsque tu es nommé chef d'état-major général... Là-bas? Oui, en Afrique, mais automatiquement, c'est presque automatique. Hein, 2 ou 3 ans après, on te nomme... Ah oui. Moi, ça me... on nomme certains officiers, parce que c'est du clientélisme qu'ils font. C'est pour dire que, bon, voilà, vous êtes un des nôtres, mais en fait, tu ne mérites pas ça. Ceux qui méritent, ce sont les gens qui ont eu des diplômes français, comme Jean-Marie Michel Mokoko. Il a la Légion d'honneur, il le mérite. Mais ce n'est pas les gens comme les Jean-Dominique Okemba, ce n'est pas les gens comme le général Ole Songo. Hein? Bon, il y a aussi celui qui mérite... Mokoko, je le connais quand même, vraiment, je le connais. Hein? Qu'il soit encore en prison. Mais, tu vois, être en prison au Congo-Brazzaville, dans l'état actuel, hein, c'est mortel. C'est vraiment mortel. Ah oui, écoute, on estime que les choses... Personne n'intervient vraiment pour qu'on le laisse au moins libre. Mais et ceux qui devaient intervenir, c'est lesquels?
Dis-moi, Mais c'est la France lequel? devrait intervenir. Alors, mais c'est le travail que nous essayons de faire à l'extérieur, en montrant que... Mais on ne l'a jamais fait. Non, mais... Moi, je ne vois pas... Non, mais oui, mais tu as raison. Par exemple, dans le dernier, j'ai le numéro là, le numéro de, comment dirais-je, FIC Éducation, où il y a un article, je n'ai pas encore lu, où on parle de Sassou pour aider le financement des campagnes. Des élections comment dirais-je, de Macron. Hein? De Macron. Non, les élections de Pécresse. Le Pen. Ah, ouais. Marine Le Pen. Oui. Dans le journal, j'ai le numéro là, je l'ai acheté. Il y a un article, je n'ai pas encore lu l'article. Oui. On dit, est-ce que ça va financer ça? Non, mais ça se finance partout, mais on ne sait pas s'il va aller jusqu'à Le Pen. Sassou, il envoie toujours des enveloppes à tout le monde, en fait, en réalité. Il faut se dire, parce que c'est un corrupteur. Dès l'instant où on est corrupteur, on fait ça. En tout cas, il y a un article. Qui a refusé l'argent de la France? C'est pas les Macron qui vont refuser. Comment il a fait pour, d'ailleurs, l'élection de 2017? Si ce n'était pas l'argent de la COP 21. Hein? Non, mais ça, c'est connu. Mais non, nous, également, cette diaspora africaine doit aujourd'hui prendre conscience, comme vous l'avez fait, vous, à l'époque, quand il y a eu la EEC, il y a eu la FEANF, il y a eu l'UGEC. Donc vous étiez déterminés. Or, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas déterminés. Ils sont dans la désinformation. Ils sont là, comme le m'as-tu vu, parce que c'est les réseaux sociaux. Et je pense que quand il a sa petite chaîne là, il avance des choses et qu'il va faire évoluer l'humanité. Non, on ne peut pas faire évoluer l'humanité dans le mensonge, dans les combinaisons qui n'ont pas de sens. C'est là où nous avons besoin de votre concours pour édifier cette jeune génération qui doit demain relever le défi. Oui, mais parce que c'est un grand défi. Est-ce que les associations peuvent fonctionner au Congo? Est-ce qu'une association peut fonctionner? L'application, c'est-à-dire que le problème de l'application des textes. Est-ce que le Congo peut appliquer des textes? Il existe une loi qui, n'est-ce pas, gère les associations. Oui. Bon, mais est-ce que le Congo applique cette loi? C'est la même loi que la France. Non, mais c'est presque la même, parce que beaucoup de lois françaises qui ont fonctionné pendant la période coloniale n'ont pas été abolies. Ces lois sont encore en vigueur. Voilà. Bon, mais est-ce que le Congo peut appliquer sa loi sur les associations? Moi, je suis président de 2 associations qui sont au Congo. J'ai créé je suis président d'une association que je voudrais vraiment faire fonctionner aujourd'hui, et je suis vice-président. Mais quelles sont tes associations là? Dis-moi. La première association, c'est une association de peuple congolais. Oui. Qu'est-ce que c'est que le peuple congolais? Il existe plusieurs associations sur le droit des peuples. Oui. Mais moi, je pensais que... J'ai des éléments. Non, je sais, mais je pensais que tu allais me parler de l'association que vous avez créée peu avant la conférence nationale avec Méry Martin. Oui, quand vous avez créé la Ligue de droits. Mais comment dirais-je, comment ça s'appelle? Attends. On a créé avec le Méry Martin. Ouais. Moi, je suis Méry Martin est président. Moi, je suis vice-président. Et il y a le Ouabari. Ouabari venait... voilà. Mais Ouabari faisait fonctionner cette association-là. Oui, mais non, on ne les entend plus. Voilà, c'est ça, justement. Parce que là, Ouabari est plus ou moins quelqu'un qui fait... c'est devenu un chroniqueur de l'actualité nationale.
ce qui n'est pas mauvais, mais il aurait pu également faire valoir ses droits de responsable d'une association qui pouvait influer sur le cours. Parce que c'est pas parce qu'il a été au gouvernement de l'Issouba qu'il ne peut plus retourner dans la société civile. Parce que c'est ça, justement, l'erreur que font les politiques congolais. Si tu as eu une base associative, après, la politique revient sur ta base associative pour continuer à diffuser, à faire valoir certains droits. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire fonctionner une association au Congo-Brazzaville? Non, mais dans une dictature, c'est difficile de faire fonctionner une association. Cependant, c'est à la société civile de s'imposer, d'envahir le politique. Parce que si nous n'arrivons pas à envahir le politique, nous ne pouvons pas aller loin. Et oui, parce que le politique dira, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comme moi je connais Sassou, Sassou a toujours dit, non, c'est pas sa faute, parce que vous n'avez pas voulu réagir, mais parce que vous n'êtes rien, ou parce que si. Alors, il fait tomber l'école, et c'est lui qui va encore fustiger aux gens pour incriminer les autres, pour dire non, c'est pas lui, l'école c'est les gens, bon, voilà comment ils ont. Mais c'est toi qui es à la tête. Aujourd'hui, tous ceux qui ont détourné l'argent des générations futures sont autour de lui. Mais il ne fait rien, il ne les indexe pas. Mais moi, je pose la question, voilà. Quels sont les gens qui ne sont pas d'accord avec ça? Où sont-ils? Ils ne sont pas d'accord où? Qui ne sont pas d'accord à ce que le président de la République du Congo fait. Quels sont ces gens-là? Non, mais attends. Mais les gens... Mais c'est ça, justement, ce discours un peu confus et diffus qui est dans les réseaux sociaux, ou ce que nous voyons dans les plateformes politiques. Oui, mais qui est contre? Parce que... tous les Congolais sont contre Sassou. Ah, mais il faut le savoir. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont apeurés. Hein? Ils sont apeurés. Tu vois même pas comment on prend les jeunes à qui on écrase les pieds. Hein? La répression qu'il y a, la terreur qu'il y a dans les quartiers. Mais il y a une terreur. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais c'est se retirer, fuir. Mais c'est ça qu'il faut. Alors, oui, mais c'est ça. S'il y a un problème... imagine par exemple, je te donne l'exemple de Maître Nganga. Hein? Maître Nganga, il a fui parce qu'il avait déposé une plainte. Parce Maître Nganga, oui. Hein? Amédée que tu connais, notre petit. Je connais, oui. Bon, mais Maître Nganga, dès l'instant où il est venu au forum, il commençait à dire des vérités que nous faisions passer librement comme il le fait aujourd'hui en France. Mais il a commencé parce que nous lui avons donné la tribune. Et cette tribune, même à l'époque, les hommes politiques à l'époque, n'en profitaient pas pour venir faire passer les messages. Moi, je vois parfois les gens qui racontent des conneries et tout, mais nous avons fait un combat. Nous avons mené un combat. C'est à ce moment-là qu'il ne fallait pas donner la possibilité à Sassou de vous diminuer. Parce que Sassou, c'est un grand peureux. Mais comme c'est un peureux, il vous intimide. Si vous êtes moins solide, et après vous allez tomber, il vous écrase. Mais quand lui t'intimide, eh bien écoute, toi aussi tu vas hurler, ben lui, il va commencer à te méfier et vous vous organisez. C'est comme ça qu'il avait lâché pour la conférence nationale. Et aujourd'hui, il va dérouler son programme, il va réussir à le dérouler. La preuve en est quand il a commencé à nommer ces généraux fictifs là et tout. Quand il a commencé à nommer ces généraux, on a vu, personne n'a haussé le ton. Et les gens acceptent. Il y a beaucoup de marionnettes dans toutes les régions. Il y en a beaucoup. Et sans compter que dans la région de laquelle toi et moi nous sommes originaires ne rend pas aussi service à la nation. Puisque c'est là où il y avait le creuset de l'administration. Le creuset même du politique, c'était le poule. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? La faute, c'est pas seulement
à celui qui tue. La faute, c'est pas seulement à Sassou. La faute aussi à ceux qui souffrent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les gens qui sont contre ça? Non, mais c'est une belle... Non, mais c'est une très belle question. Hein? Je dis que c'est une question qui mérite également une réponse et une réflexion d'abord. Parce que beaucoup de gens préfèrent fuir le pays et se réfugier à l'extérieur. Et quand ils sont à l'extérieur, ils ne s'organisent pas. Et ils se terrent dans leur endroit sans même participer à ce combat, même indirectement. Nous, ce que nous faisons là, qui nous soutient? Aujourd'hui, si nous voulons faire des actions plus ou moins violentes, je dis bien violentes, moi je l'accepte. Les actions violentes, c'est quoi? C'est faire des sabotages. Tout peuple, quand il ne peut pas, il recourt à une résistance. Cette résistance peut être pacifique ou violente. Mais qui aide cette résistance? C'est ça. Toi, tu as été dans l'armée. Moi aussi, j'ai fait mon service militaire. J'ai une formation. Mais je dis tout simplement ceci, que en matière de droit, il y a les devoirs. Hein? Oui, il y a les droits et puis les devoirs. Quels sont les gens qui sont contre? Mais non, mais ta question est pertinente. Mais les gens, mais tout le peuple congolais est contre. Tout le peuple congolais est contre. C'est parce qu'il est terrorisé. Le problème du Congo-Brazzaville, c'est un problème des gens qui sont contre. Où sont-ils? Ceux qui sont contre devraient s'exprimer. Le problème, on n'a pas les moyens physiques, la force, tu vois, pour s'exprimer. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui se disent, comme tu dis, Ganga Amédée. Ganga Amédée est un homme qui est bien. Et ce que nous faisons au forum, c'est quoi? Hein? Si on ne s'exprime pas, ce que nous faisons, nous donnons la parole aux gens. Hein? Ce que nous faisons au forum, c'est quoi? C'est pas s'exprimer. C'est ça, justement. Il faut qu'il y ait des gens. Il y a même une dame qui, depuis l'Angola, une certaine Mama Kubatika, mais elle s'exprime, elle dit les choses. Ah bon? Ah oui. Elle fait la même chose que toi? Non, mais elle intervient au niveau de la radio forum. Hein? Elle intervient au niveau de la radio forum. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Lorsque nous étions à Brazzaville, toi-même tu as vu, nous avons fait prendre conscience à beaucoup de jeunes ou à beaucoup de personnes. Parce que aujourd'hui, nous n'entendons qu'un seul son de cloche. Le son de cloche que nous entendons, c'est celui de Sassou, qui est dans la désinformation, dans le mensonge. Bon, maintenant, si nous avons cette possibilité, nous, de véhiculer un message qui permettra à ce que ces jeunes-là puissent prendre conscience et demain revendiquer leurs droits et se révolter. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas ça. Quand aujourd'hui, tous les jeunes glissent dans la médiocrité, tous les jeunes, il y a ce que tu connais avec tout ce qu'on a créé comme phénomène des maçons, la franc-maçonnerie et tout, ça n'arrange pas cette jeune génération qui est devenue un culte, à qui on a donné beaucoup plus de bouteilles de bière, hein, à qui, pratiquement comme dit l'ancien Premier ministre Koulati Poiti, qui dit que les Congolais buvaient les urines et les excréments de Sassou à partir de la Société nationale de distribution d'eau et à partir de la bière locale. Et ça, c'est connu de tout le monde. Tout ça, c'est parce qu'il y a l'aspect fétichiste. Hein? Donc moi, je crois une chose, que
nous devons également aider ceux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, ou même à l'extérieur, de prendre conscience. De se dire que si on ne fait pas un effort, nous qui avons cette lucidité, demain, le Congo là sera livré aux gens qui vont rendre nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants des esclaves. À partir de moyens qu'ils auront accumulés frauduleusement, qu'ils auront volés, seront des seigneurs. Et nous allons avoir maintenant une classe, même pas prolétarienne, puisque le prolétariat, c'est une classe de travailleurs. Alors vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas d'outils de production et tout, vous allez créer quelle classe? Il n'y a pas de classe. C'est le paysan direct, hein, le gars qui se débrouille. Vous voyez les circonstances dans lesquelles les gens, tout le monde au Congo aujourd'hui, il faut se dire, au moins le tiers de la population fait maintenant du commerce. Même si ce n'est pas un commerce régulier, la plupart des Congolais sont dans l'informel, l'économie informelle. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Quelqu'un qui va travailler pendant 20, 25 ans, 30 ans, il vend ses cacahuètes et tout. Quand il n'aura plus de force et tout, il n'aura même pas un centime du Congo, ou bien se faire soigner et tout, il meurt malheureux. Alors que c'est établi, les textes disent assurer les meilleures conditions de vie des populations. Ça, c'est des questions des droits de l'homme. C'est pour ça que moi, je me bats. Le peu de temps qui me reste, parce qu'après tout, nous sommes tous des passagers. Hein? Toi, aujourd'hui, tu as maintenant 87 ans. Hein? Et moi, ton cadet qui te suit, 2022, j'ai 69 ans. Donc, on a 18 ans de différence. Hein? Il faut faire quelque chose. Hein? Moi, je... Donc, 18 ans de différence. Non, il faut faire mais je crois que je me bats également pour que je fasse quelque chose. Mais justement, il faut laisser. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour porter ça. C'est pour porter ça à cette jeune génération de prendre conscience que toi, qui es devenu le grand-père, le papa d'une certaine génération, l'arrière-grand-père d'une certaine autre génération, parce que ce n'est pas 87 ans, c'est pas donné à tout le monde. Toi, tu es encore lucide, tu es encore solide, tu témoignes comme faisait Maître Moudi Renaud Massengo, tu dois témoigner. Donc la question que tu poses est une question pertinente. Moi, je ne l'élude pas, mais je dis tout simplement que je suis de ton avis. Mais le travail, il faut d'abord expliquer aux jeunes d'où ils viennent. Le Congo n'a pas été construit par Sassou. Sassou est venu trouver le Congo. D'ailleurs, on ne connaît pas ses origines. Donc, vous, qui avez évolué à Brazzaville et tout, alors, comment Sassou est arrivé à Brazzaville? Enfin, tu peux me le dire. Mais il faut que ça change. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dis-moi. Il faut que ça change, oui. Dis-moi, Sassou qui est en train de faire chier tout le monde au Congo, je dis bien, c'est l'expression que j'utilise. Est-ce que c'est un Brazzavillois? Il vient d'où? Toi, en ta connaissance? Non, mais moi, personnellement, mon âge, je n'ai plus l'âge vraiment où je peux faire quelque chose. Beaucoup de choses, mon corps est complètement affaibli. Mais je voudrais que les gens qui ont de la force fassent quelque chose. Mais quelle est la chose que tu demandes aux gens si ce n'est pas d'abord leur faire prendre conscience? Qu'on donne... Il faut leur faire prendre conscience par les enseignements que tu auras livrés. La sécurité. La sécurité. Moi, je veux la sécurité. Je suis allé à la retraite en 1998. Jusqu'en 2005, ils ne me payent pas ma retraite.
1998, je dépose tous les papiers complets, mais si on ne paye pas, c'est eux qui créent de faux problèmes. Parce que, monsieur là, il est mort. Mais alors que les papiers sont là, ils trompent, ils ont des associations qui s'occupent des morts. Et il a fallu attendre longtemps, en 2005. Ils m'ont dit, ah non, jamais, il n'est jamais mort. Et en 2005, on m'a payé seulement un trimestre, parce que je suis retraité à la CNSS. Alors, à la CNSS, on paye tous les 3 mois. On m'a payé seulement un trimestre. Mais c'est l'argent que le fameux Ambende là vole. Et tu connais aussi l'histoire de détournement des fonds de la CNSS qu'on a mis sur le dos. Mais ils ont des associations pour ça. Ils ont mis ça sur le dos d'un de mes aînés du quartier, enfin, Bimbeni, le colonel Badiamantou Kob, qui est mort en 2000, alors que c'est ce fameux Mbende qui est en train de voler l'argent. C'est fait exprès. Devait avoir peut-être 12 ou 13 ans. On dit que c'est avec lui, non. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Si celui qui est resté, moi je suis resté à Brazzaville, je suis resté à Brazzaville, n'est-ce pas, quand le régime de Brazzaville meurt, on change l'administration. On avait à l'époque, on se souvient, ce qu'on appelait les Noki-Noki. C'est-à-dire il n'y a qu'un Noki-Noki. Voilà. Ils ont affecté des gens, des bandits à des postes. Et finalement, les andibistes. Maintenant, il les a recrutés tous dans l'armée. C'est comme ça. Ils sont 15 000, hein. 15 000 andibistes dans l'armée. Donc moi, je suis allé à la retraite en 98 avec tous les papiers. Si on ne m'a pas payé jusqu'en 2005, c'est pas fait. Ils ont fabriqué. Mon petit frère, qui était un ancien fantôme, s'il n'avait pas un ami qui était à l'école d'enfants troupe avec lui et qui était ministre à l'époque, il n'aurait jamais touché sa retraite. Donc c'est des trucs fabriqués. Moi, après, quand on a commencé à me payer ma retraite en 2005, on m'a payé un trimestre, j'ai revendiqué avec papier à l'appui. Je suis en France. 3 lettres avec accusé de réception pour qu'ils me payent. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Tu vois, alors, donc, ce qui fait que c'est fait exprès. Il faut exprès. Sincèrement, il faut exprès. Oui. Ce n'est même pas la peine de souffrir, de faire des revendications, alors qu'on sait que... on sait, c'est Évariste Ondongo. Ils s'en foutent. Je crois que c'est Ondongo. Hein? Je crois qu'un certain Ondongo Évariste. Hein, qui était directeur entre-temps, qui a raconté n'importe quoi. Mais de toute façon, les dossiers, nous les avons, nous les connaissons, hein? nous les archivons. Et ça, c'est le relais. Parce que l'État, c'est une continuité. Ceux qui sont là, ils savent qu'ils vont laisser des traces. Ils ne sont pas immortels. Et d'ailleurs, moi, je les plains. Parce qu'ils ne se soucient même pas de leur progéniture. Parce que demain, quand les Sassou, les Bouya, les consorts, tout ça, les Collinés et tout, ils font des mariages pompeux avec leurs enfants, mais ils doivent se soucier de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Parce que demain, avec tout ce que nous avons comme documentation, tout ce que nous avons comme preuve, tout ce que nous avons comme élément, mais ils seront mis en accusation. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, ils sont égoïstes. Est-ce qu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants? Comme disait le général Nyangambwala, l'avenir de Mboshi. Il vit toujours. Hein? Oui, il vit toujours. Mais l'avenir de Mboshi, hein? Moi, bon, j'ai connu Nyangambwala, bon, j'ai discuté avec lui, mais je pense que dans ses insuffisances, c'est quelqu'un qui était lucide.
Hein? Dans ces insuffisances, c'est quelqu'un qui était lucide. Et je crois que c'est là où nous devons, nous, effectivement, donner un message aux autres frères du Nord. Parce que ce ne sont pas tous les nordistes qui bénéficient des largesses de ce pouvoir. Ce n'est pas tous les mochis. Les gens aujourd'hui qui bénéficient des largesses du pouvoir, c'est un petit noyau, c'est un petit clan. C'est un petit clan et ce clan est commun. Tu as été dans l'armée, moi j'ai fait mon service militaire. Si ça dépendait que de nous deux, ce Congo-là, on le faisait exploser par des actions où nous allons terroriser tous ceux qui terrorisent l'ensemble de la population. Moi, je le revendique, je le dis. Regardez, par exemple, les Juifs, les lois que Dieu leur a données, insufflées. Mais en fait, les plus bagarreurs ou les plus résistants contre l'oppression, ce sont les Juifs. Et ils sont aussi solidaires. Tout en sachant que là où je suis, je ne me laisserai jamais faire. Si on s'organisait, tu as posé la question, si on s'organisait en disant oui, ceux qui sont sur place au Congo, ils sont terrorisés. Nous aussi, on s'organise à l'extérieur pour terroriser les leurs qui sont à l'extérieur, quel que soit le pays. On n'allait pas voir les gens comme les blondines aller faire des fêtes à Dubaï ou je ne sais pas quoi. Quand vous êtes au courant de ça, mais alors vous cherchez un petit terroriste qui va les terroriser là-bas. Il faut qu'on arrive à une situation comme ça. Moi, je le revendique et je le dis d'une façon correcte. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de le dire. Et Sassou le sait. Donc, je crois que c'était une façon de répondre à ta question. Les gens ne font rien parce qu'ils ne sont pas déterminés à chasser Sassou. Ceux qui étaient déterminés à chasser Sassou, ils pouvaient le faire par tous les moyens. Sassou, c'est un grand peureux. C'est un grand peureux qui n'a même pas, dirais-je, une bonne formation militaire. Jamais. C'est une formation de flic, des fiches et tout. Hein? C'est là où il fait. Mais sur le plan militaire, quoi, il va faire quoi? Hein? Moi, je crois. Voilà. Je n'accepte pas ça. Comment un homme comme Sassou puisse mettre des gens comme les Moukoko en prison éternellement? Non. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est parce que nos frères du Nord ne comptent que sur les gars du Sud. Mais oui, si, en sachant que Mokoko, qui a eu autant de suffrages dans la partie Nord, donc qui a des adeptes, et qui a aussi des gens dans l'armée, même si il y a longtemps qu'il a quitté le poste de chef d'état-major général, mais les gens auraient pu réagir. Hein? C'est ça la parce qu'aujourd'hui, on nous amène une dynastie. Moi, je n'accepterai jamais que Christelle soit à la tête de ce pays. Alors, le premier, le gars qui va faire le grand maquis, c'est moi. Même si c'est à 70, 75 ans, je ferai le maquis. Comme j'ai des techniques. Et ça, il faut que ça... Le maquis peut se faire à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, Sassou doit le savoir. Parce qu'à l'extérieur, c'est quoi? Mais on ne garde pas les gens ici 24 heures sur 24. Vous ne viendrez pas en Europe, vous n'allez pas vous déplacer. Non. Vous allez nous trouver. C'est comme d'ailleurs, j'ai surpris Valls. Quand, pour l'affaire de... Il voulait être maire de Barcelone. Hein? Et il a vu les gens de notre... Valls, oui, je le connais. Il voulait être maire à Barcelone. Moi, j'avais déjà dit, il ne serait jamais maire parce que je m'implique. Et nous sommes entendus au niveau de la société civile et tout. C'est ce que je dis aux gens, non. On peut s'organiser. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Mais on donne le mot d'ordre.
aux gens qui accueillent ces personnes-là. La personne que vous accueillez, voilà l'accueil qu'il faut lui réserver. Mais c'est comme ça. Sinon, on n'allait pas mettre du temps en Europe. On n'allait pas être dans les associations ou dans les organisations avec des gens qui vous soutiennent. Il faudrait, nous avons une certaine solidarité entre nous au niveau de la société civile africaine ou mondiale. Parce que il faudrait qu'on ait des objectifs. Les dictateurs, on peut les terrasser tous. Mais il suffit tout simplement qu'on soit d'abord sincère. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain fait? L'Africain aime les bêtises, surtout. Vous voyez, quand je vois les images des gens qui ont créé des trucs pour des bobards, raconter des trucs qui ne sont même pas censurés et tout. Mais c'est pas ça. Pour que les gens vivent mieux. Pour que les gens vivent mieux. Mais il faut qu'ils aient d'abord cette liberté. Et après, on reconnaît leur dignité. C'est pour ça que quand j'ai mis en place ma structure du CIRAC, Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine de l'homme et des peuples, le slogan ou notre but, c'est comment vivre libre et digne en Afrique. Ça a été le titre même de mon ouvrage. Comment vivre libre et digne en Afrique. Nous sommes tous des passagers sur Terre. Toi et moi, nous sommes libres. Nous sommes en train de manger nos pistaches ou des biscuits, je ne sais pas quoi, de boire notre petit verre de vin et tout. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas le faire en toute liberté. En toute liberté, non. Oui. Alors il y a des gens qui vivent dans l'opulence. Vous voyez par exemple soi-disant un général qui a été nommé pour narguer le peuple, un peuple qui souffre. Vous faites des brochettes. J'ai suivi l'image des brochettes où on a mis une flèche avec 2 ou 3 poulets, avec la viande et tout. C'est des brochettes géantes. Mais non. Un peu de décence quand même. Ce n'est pas sérieux. Et quand tu vas regarder, ce général-là n'est même pas un gars qui mérite le grade de général. Parce que déontologiquement, il n'allait pas faire ce genre de choses. Bon, dans tout ça, voilà. Moi, je dis simplement, je n'ai plus aucune force. Mais, tu me connais, tu me dis simplement qu'est-ce que moi je peux faire. Je peux... Non, mais ce que tu peux faire... Non, ce que tu peux faire... Non. Grand frère, moi j'apprécie beaucoup. Je pense que tu as été notre miroir. Tu as été notre modèle avec le Moudi, le et autres. Mais ce que tu peux faire, c'est nous donner justement suffisamment d'informations sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas pu faire ou les erreurs que vous avez pu faire. Parce que c'est important pour nous de rectifier le tir et également de transmettre cela à cette jeune génération. C'est important. Non, aujourd'hui on a fait presque 1h40. Nous n'avons pas de problème. C'est un entretien à bâton rompu. Nous avons fait cet entretien à bâton rompu. Et moi je suis très content. C'est pas la dernière fois. On va continuer puisque la question que tu as posée en tout cas, est une question très juste. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, toi aussi tu peux faire quelque chose dans la mesure où tu as quand même les gens de ta génération qui connaissent le Congo, qui connaissent la situation du Congo. Hein? Le Congo, un pays qui a été la capitale de la France libre. Et on ne peut pas concevoir qu'un pays qui a été la capitale de la France libre soit devenu un pays, la capitale de la dictature, qui influence d'autres pays africains. Parce que le Congo de Sassou donne toujours un mauvais exemple.
le Congo qui était un pays émergent. En 63, d'abord 61, 62, 63, 64, le Congo était émergent. Quand Yulu veut créer le barrage de Sunda pour faire électrifier toute une bonne partie de l'Afrique, le barrage de Sunda. Et c'est d'ailleurs, je peux dire que l'idée que Mobutu va prendre pour créer son barrage d'Inga, Inga et tout ça, parce que il savait bien que Yulu, il n'a pas pu le faire, il a été empêché. Lui, il va rebondir sur ce projet pour faire la même chose. Malheureusement aussi, qu'il a limité le barrage de Inga, n'est pas allé jusqu'à son terme au point de vue de fonctionnement ou d'installation. Nous, on n'a pas besoin de l'énergie, plutôt on n'a pas un problème d'énergie comme ça se passe en Europe ou dans d'autres cieux. Nous avons non seulement l'énergie hydraulique de nos fleuves, courants d'eau et tout ça, mais nous avons aussi l'énergie solaire. Les gens ne l'exploitent pas. Nous avons le soleil 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Mais nous pourrions également exploiter cela. Et pourquoi on ne l'exploite pas? Et le pétrole, tout ça là, hein, le pétrole, tout ça, le gaz, ça sera pour l'exportation. Voilà. En tout cas, moi, je suis disponible. Mais je ne comprends pas qu'une situation comme ça puisse exister pour le Congo-Brazzaville. Parce que moi, Sassou, je le connais très bien. Mais il n'en reste pas moins qu'il est vraiment fort pour un personne. Donc, rien que là où il habite, le reste là, c'est un hôpital. Il entretient Brazzaville, un hôpital pour lui. Pour toutes les maladies qu'il peut avoir, il y a des médecins dans son hôpital, là où il habite à côté. Ou à Oyo ou à Brazzaville? Non, à Brazzaville même. À Brazzaville, là où il y a sa maison, là. Un pilar. Hein? Donc, tout le tour, là, c'est vraiment un hôpital. Mais il en reste pas moi qu'il est fort. Hein? Comment il y a un hôpital? Comment c'est un hôpital? Hein? Pourquoi c'est un hôpital? Mais il y a des... Enfin, il y a des maisons où habitent des gens qui gèrent, quand tu veux faire des examens, on peut faire des examens sur place. Ah oui, un pilar, oui, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de... Pour lui. Oui, non. Non, mais de toute façon, c'est un humain, c'est parce qu'il va s'entourer de beaucoup de médecins qu'il ne va pas mourir. Non, hein? Ça c'est rien. Hein? C'est pas parce qu'il va s'entourer de beaucoup de médecins qu'il ne va pas mourir. Hein? Enfin, ça sonne, mais la mort, personne ne la gère. Sont mortels, on ne sait pas comment on meurt. On ne sait pas quand ça vient, mais il n'en reste pas moins que les gens se battent, créent les conditions pour qu'ils soient en bonne santé. Donc il fait ça. Il a les moyens financiers pour faire des choses pour qu'ils soient en bonne santé, c'est tout. Enfin, c'est tout ce que je veux dire. Non, mais c'est l'égoïsme, justement. Hein? Parce que c'est l'égoïsme. Il n'a pas créé des structures pour l'ensemble de la population. Non. Il n'a pas voulu créer ces structures. C'est un égoïste, c'est un criminel. Tout ce qu'il crée, c'est pour lui. Mais c'est ce que je dis, c'est un criminel. Tu prends l'argent du pétrole qui vient du Kwilu, tu enrichis voilà. ton fief, ton clan, ton petit PCA qui est devenu une ville, Oyo et Edou, et tu négliges les autres. C'est ça qui c'est criminel. C'est ça. Et même à Oyo, l'hôpital qui est là n'est pas équipé. Il n'y a pas de soins. Les gens auraient pu, en fait, les gens de tout le secteur nord
aurait pu se faire hospitaliser directement à Oyo. Ils ne font rien. Non, mais c'est un égoïste, c'est un criminel. C'est tout ce que je veux dire. Alors, oui, mais justement parce que nous-mêmes, nous Congolais, nous ne sommes pas conscients du fait que, voilà, nous avons un énergumène qui nous empêche d'aller plus loin. Mais pourquoi les Congolais ne voient pas ça? Mais les Congolais, non, mais tu as su bien poser la question. Tu as su bien poser la question. Les Congolais ne voient pas ça parce que, d'abord de 1, les Congolais sont terrorisés. Sassou, en tant que flic, ce qu'il a dans sa tête, toutes les dépenses qu'il fait, c'est pour protéger, sauvegarder, préserver le pouvoir. Et pour préserver le pouvoir, il donne des moyens dans sa police politique, dans cette armée des amphibistes. La garde présidentielle, il y a plus de 15 000 agents. Plus de 15 000 agents. Donc l'armée, dans sa garde présidentielle, 15 000. Ceux qui sont par-ci, par-là, il a mis des camps. Hein? Il a mis des camps partout. Même là, en confisquant le pool, il a mis pas mal de petits camps là, de 100, 150, 200, 300 personnes. Et il pense que ces gars-là, quand le peuple sera fâché, ils vont fuir là-bas. Hein? Mais le pays nous appartient tous. Sassou n'aime pas sa propre famille. Pour quelqu'un qui aime sa propre famille, avec ce qu'il a pu emmagasiner, ce qu'il a pu mettre de côté, il aurait pu se dire, oui, voilà, je vais quand même construire le pays, je vais faire ceci, cela et tout. Ça ne coûte rien. Un petit pays comme le Congo, où lui-même il dit qu'on était à 100% de scolarité. La scolarisation aujourd'hui, ben, écoute, tout le monde reconnaît que on a baissé de 30-35%, sinon même plus. Mais c'est lui qui aurait pu dire, bon, l'enseignement est gratuit, comme on le faisait à l'époque. Je construis les établissements, je mets les tables de bord, je crée des structures, des infrastructures sont là. Des infirmiers, comme les salaires des enseignants, les salaires des autres membres de la fonction publique. C'est faisable au Congo. Tu égalises. Il n'y a pas question de voir un ministre qui touche 15 millions et à côté, le ministre qui touche 15 millions, il a dans son salaire à lui, il a 100 fois le salaire de quelqu'un qui gagne le mieux dans la fonction publique, 150 000. Mais c'est scandaleux, 100 fois. C'est scandaleux. Et vous avez encore un effectif pléthorique au niveau un effectif pléthorique au niveau de l'armée, au niveau ministériel. Hein, les ministres au gouvernement. Quand vous avez des ministres, vous avez déjà une trentaine de ministres. Vous avez des généraux. Un général qui touche 3 millions. Vous en avez 70 généraux. 70 généraux avec 3 millions. Ça fait combien? Hein? Chaque mois, ça fait 210 millions pour les généraux. Maintenant, dans l'année, ça vous fait près de 2 milliards 480 millions. Mais c'est beaucoup. Ça, je le fais comme ça, d'une façon machinale, calcul mental. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que s'ils ne font pas attention, c'est ce que nous disons, nous laissons comme élément au niveau de cette jeune génération pour qu'ils comprennent que demain,
cette armée sera dissoute. On n'aura plus besoin d'armée. Le Congo n'a pas besoin d'armée. Vous allez faire la guerre avec qui? Quelle est cette armée au monde qui peut supporter une guerre? Une guerre conventionnelle? Aucune armée. Aucune armée. Même les grimaces que Poutine peut faire là contre les Occidentaux, ou les Occidentaux contre Poutine et tout ça. Mais ce sera une guerre sans fin. C'est ceux qui vont trinquer, qui vont périr, c'est la population, à moins qu'ils utilisent des armes non conventionnelles. Si seulement des armes conventionnelles, non. Aucune armée au monde n'a gagné une guerre. Aucune armée au monde. Cet argent aurait pu servir justement à créer des infrastructures pour développer le pays, assurer assurer des meilleures conditions de vie des populations. Bon, ben écoute, on a terminé là. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, radio FRTDH en un seul mot.org. Mesdemoiselles, salut, très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme, nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Chrétien, c'est défenseur des droits de l'homme. La voix de son voix, c'est son combat. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congodian Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement de populations où
les Bantandou suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundi et Lari envahissent le corps du Poul, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke-Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un Bembe? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté bien sûr les Lari ayant des villages portant les noms Teke et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Pesingombe, Bantandu, Bandibu et les Sundi, tels que les Sundi de Tabiza et les Basundi Bangeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés de Bantandu, les Bakongo de Mbanzangungu, appelés les Ndibo, ainsi de suite. Donc cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, le Kizombo, ainsi de suite. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme les Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lali est Teke, c'est l'habitant de Ntiaki. Le Lari est Congo, c'est l'habitant du Poul et du Bas-Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakukuya, Bangangulu, etc. En réalité, avant l'investiture Teke, le cœur du Poul était habité par les Pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Teke provenant du Centrafrique envahissent les Pygmées, entraînent la colonisation des Pygmées par la langue Teke. Voilà pourquoi vous remarquez que les Pygmées en totalité parlent Teke. En fait, à la base du Poul, le Pygmée envahi par le Teke et en finalité le Teke envahi par le Lari et le Sundi, qui sont les Bakongo du royaume Congo. Donc le Lari est Sundi, pas Teke. Le royaume Teke, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congolien Totela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Meno, Mono, Zonza, Vova,
150 ans, Maurice Joignan. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais par le morita et quarto, bacalao qui est portugais, makayab chez les Sundilari, Munsambu chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congolien Todilat, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Cabinda jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo-Belge, Congo-Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci.